Oui, bonjour à tous. Pour apporter le point de vue, un point de vue du ministère des Affaires étrangères sur cette question de l'apport et des besoins que nous, du ministère à l'égard de la recherche et de la recherche stratégique en particulier, je voudrais simplement commencer par une petite présentation du Centre d'analyse de prévision et de stratégie que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est une sorte d'ovni administratif. Donc vous le savez, c'est un centre qui a été créé assez récemment, relativement au sein du ministère, en 1973, avec pour fonction, comme disait Michel Jaubert, d'être une sorte de poil à gratter au sein de l'institution. En fait, ça recouvre deux types de fonctions, une fonction prospective et une fonction critique au bénéfice du ministre, bien sûr, parce que le centre d'analyse et de prévision de stratégie est rattaché directement au ministre et il s'agit d'éclairer sa décision en provoquant un dialogue critique avec le reste de l'administration du ministère. Donc cette fonction-là, elle est permise et remplie par une approche qui est complètement transversale. On couvre, en théorie du moins, l'ensemble du champ de la politique étrangère, donc on ne s'intéresse pas qu'au champ stratégique, évidemment. Il y a un effort prospectif particulier qui est conduit par ce centre et qui le distingue du fonctionnement des autres directions du ministère. Et il y a une liberté de ton, une liberté critique qui lui est concédée et reconnue au sein de l'institution. Simplement, évidemment, pour mener à bien ces différentes missions, on ne peut pas se contenter de fonctionner en vase clos. Donc pour nous, l'interface avec le monde de la recherche, et le monde de la recherche sur les questions internationales en général, est absolument vitale. Il s'organise de plusieurs manières. D'abord, l'équipe est une équipe mixte, donc qui mêle des jeunes chercheurs dont Jean-Baptiste ici est un des plus brillants représentants, et d'autre part des diplomates, donc avec un équilibre, des diplomates qui ont un intérêt pour ce type de travail et de réflexion et qui ont quelques années d'expérience généralement au sein du ministère. La deuxième manière de fonctionner, c'est évidemment la coopération étroite avec les centres de recherche universitaires et les think tanks, donc tous les principaux centres de recherche sont en relation avec nous, soit par le biais de subventions, soit par le biais de contrats, ou simplement en faisant respirer un petit peu le débat au sein du Quai d'Orsay par l'organisation de sessions de travail conjointes, ouvertes aux chercheurs. Nous entretenons évidemment aussi un réseau de consultants permanents sur différents sujets qui nous alimentent à la fois de leur réseau et de leur expertise. Donc cette interface-là, elle permet de couvrir trois types de besoins du point de vue du CAPS et du ministère des Affaires étrangères. D'abord, informer la décision politique, ça a été dit, ça c'est quand même l'essentiel, la mission première. Le rôle du CAPS, c'est bien de s'appuyer sur la recherche en matière de relations internationales et d'affaires stratégiques pour informer la décision du ministre. L'exemple tout à l'heure de l'impact de la stratégie de défense russe sur nos alliés et sur l'Europe, évidemment, ça, c'est une question qui intéresse au premier chef, non pas seulement le ministre de la Défense, mais aussi le ministre des Affaires étrangères. Le deuxième type de besoin qui est couvert, c'est évidemment de pouvoir peser dans les débats internationaux. Donc c'est une logique d'influence vue du MAE, parce que, évidemment, tous les débats académiques, universitaires, qui se déroulent au plan international contribuent à créer un environnement pour les négociations, un environnement pour les décisions,
qui est plus ou moins favorable. Je pense par exemple au débat sur les questions de désarmement, qui n'est pas particulièrement confortable, qui crée un environnement qui n'est pas particulièrement confortable pour nous. Un troisième type de besoin, enfin, c'est celui de pouvoir, donc qui est couvert par cette interaction et cette coopération avec les milieux de recherche, c'est de pouvoir créer des liens avec certains acteurs qui ne sont pas les clients habituels des diplomates. Donc de nouveaux acteurs, mener une diplomatie de track 2 qui permet de créer des relations un peu officieuses, pas complètement officielles, d'opérer un petit peu dans une zone grise. Et ça, c'est extrêmement précieux, évidemment. Ça demande de la confiance et de la discrétion, mais c'est particulièrement utile. Et ce le sera de plus en plus, évidemment, dans les années à venir. Donc je disais tout à l'heure que le champ naturel du CAPS, c'est celui de la politique étrangère dans son ensemble, mais il y a toujours eu au sein du CAPS une tradition d'expertise sur les affaires stratégiques, avec un rôle historique d'acculturation du ministère des Affaires étrangères dans son ensemble à ces questions. Donc il y a eu au début, dans les premières années du CAPS, l'institution a joué un rôle. Le centre a joué un rôle important dans les débats autour de la doctrine de dissuasion nucléaire et a contribué ensuite à consolider l'expertise administrative du MAE sur ces questions-là et sur les questions stratégiques en général. C'est quelque chose qui a été poursuivi au cours des années. Donc évidemment, on continue de travailler dans cette direction avec tous les centres de recherche et tous les think tanks qui sont les plus actifs sur ces questions, IFRI, FRS, etc. Évidemment, pour que cette interface-là fonctionne bien, on a besoin d'avoir en face de nous un champ structuré. Un champ structuré et un champ vivant qui se renouvelle. Donc ça a été dit, on fait le même constat qu'il y a ici une sorte de paradoxe français qui est qu'on a une culture stratégique extrêmement forte, extrêmement originale en fait, articulée autour d'une politique étrangère et de défense autonome qui se fonde sur une ambition et sur un principe d'autonomie stratégique. Par rapport à ça, on a une faiblesse relative du champ, en particulier académique et universitaire, sur les questions stratégiques. Or, il me semble que si on veut consolider dans le temps cette autonomie stratégique qui nous est chère, il est absolument indispensable de structurer durablement ce champ de recherche, parce que l'autonomie stratégique, c'est quoi? C'est d'abord une autonomie d'analyse, une capacité d'apprécier de manière indépendante les situations auxquelles on a à faire face. Donc là, évidemment, c'est un besoin qui doit pouvoir être couvert aussi par une recherche forte et indépendante. C'est la capacité de prendre des décisions de manière autonome. Je disais tout à l'heure qu'il y a un environnement à nos décisions, et cet environnement, c'est aussi l'environnement des débats internationaux, créés parfois par des ONG, mais aussi alimentés par le débat intellectuel et universitaire. Et enfin, évidemment, c'est aussi l'autonomie d'action, donc la capacité à évaluer, à proposer des modes d'action qui... là, on est dans le champ de la préconisation qui tiennent compte des analyses qui sont effectuées sur les situations de plus en plus complexes auxquelles on a à faire face. Donc, à nouveau, le CAPS se réjouit de voir cet effort de structuration du champ de la recherche stratégique à travers la création de cette association. Et je pense que tout ça va contribuer à fluidifier et à renforcer nos échanges.